La Chine avertit Trump qu'elle ne l'aidera pas dans sa guerre économique contre l'Iran, se moque des menaces et sanctions américaines et souligne qu'une telle stratégie ne mènera nulle part. Pékin ne reconnaît pas les sanctions unilatérales américaines et a déjà ordonné à ses entreprises de ne pas s'y conformer, notamment dans le secteur pétrolier. Un exemple révélateur. Le 2 mai 2026, soit 3 mois après le début de la guerre, la Chine a émis une ordonnance interdisant de reconnaître, d'appliquer ou de se conformer aux sanctions américaines visant 5 raffineries ou entreprises pétrochimiques chinoises accusées d'acheter du pétrole iranien. Aujourd'hui, cette loi de blocage chinoise reste pleinement applicable. Pour la Chine, négocier avec l'Iran est le seul moyen de mettre fin à cette guerre. Pékin exhorte Trump à résoudre la question iranienne par la voie politique et diplomatique, car de toute façon, Trump ne peut pas vaincre l'Iran militairement. Il n'existe aucune solution militaire, aucun objectif atteint, juste des menaces et de la propagande. Même les médias américains, qui représentent le 4e pouvoir, sont contre lui. Une large partie du peuple américain ne croit plus en cette guerre. Elle est devenue impopulaire. Même sa guerre économique ne fonctionnera pas. Il a tenté avec la Chine, mais il a finalement dû reculer. Cette guerre économique, c'est du bruit. Les sanctions n'ont jamais poussé un pays à capituler, sinon la Russie, l'un des pays les plus sanctionnés au monde, se serait effondré, comme l'annonçait Bruno Le Maire. Et c'est dans ce contexte que la Chine exhorte Trump à négocier, car ni la voie militaire ni la guerre économique ne permettront de venir à bout de l'Iran. Et plus drôle parce que les sorties du président Trump deviennent du spectacle. Il appelle ses alliés à l'aider, à isoler et à sanctionner au maximum l'Iran. Mais personne ne le fera. Ses alliés, qui ne l'ont déjà pas suffisamment soutenu militairement pour atteindre les objectifs fixés, hésiteront ou refuseront à le suivre dans une guerre économique contre Téhéran, notamment en raison des risques de représailles et de leurs propres intérêts énergétiques. Nous sommes des combattants, avec un esprit de combat sans compromis et un leader qui a pour unique mission de défendre le front idéologique. Nous nous préparons comme des vengeurs impitoyables dans nos cœurs. Nous exercerons une puissance de feu plus intense dans la droite ligne de notre idéologie afin de punir nos ennemis, où qu'ils soient. La Corée du Nord ferait mieux de ne pas menacer les États-Unis. Sinon, nous répondrons par le feu et la fureur. Elle promet l'apocalypse et la destruction aux impérialistes et à leurs laquais, comprenez les États-Unis et la Corée du Sud. L'Iran frappe la CIA grâce à Tonton Poutine, mes amis, et c'est la presse anglo-saxonne qui nous le dit. Et en même temps, fallait pas énerver Tonton Poutine en Ukraine. Très sérieuse cette information, très sérieuse, elle nous vient de Reuters. Reuters qui admet non seulement que la CIA a vu plusieurs de ses bases à liquider, mais qu'en plus de ça, la Russie aurait sans doute aidé l'Iran. On parle de bases qui se situent au Moyen-Orient. Alors qu'est-ce qu'auraient fait les Russes? Premièrement, ils auraient donné du renseignement à l'Iran de telle manière à savoir où taper ses bases. Des bases qui étaient particulièrement difficile à trouver. Deuxième chose, ils auraient aussi donné un coup de main pour moderniser les drones qui ont frappé. Et toujours selon Reuters, ce sont 2 bases de la CIA extrêmement importantes qui ont été frappées par l'Iran. Une première base qui se situe en Irak, mes amis, mais une deuxième base, regardez bien, directement liée à l'ambassade des États-Unis à Riyad, c'est-à-dire qu'elle se situe en Arabie Saoudite. Je dis située parce qu'elle n'existe plus. On rappelle que le pays avec le plus de bases de la CIA dans le monde, c'est l'Ukraine. Ah oui, vous avez tout compris. Poutine était vraiment pas content, il a donné toutes les coordonnées et les Iraniens se sont chargés du reste. Bon courage à ceux qui vont survivre. Le Niger va désormais produire localement des ordinateurs, des tablettes et des smartphones made in Niger à des prix plus abordables pour les populations. L'objectif est de rendre ces équipements plus accessibles tout en réduisant la dépendance du pays aux importations. À noter que seule une dizaine de pays africains disposent aujourd'hui de cette capacité. C'est encouragé. Partie de l'assemblage local permet de créer des emplois, d'apprendre des compétences techniques, de baisser les coûts et de viser le marché national puis sous-régional. La souveraineté technologique ne se décrète pas et s'apprend pièce par pièce sur place. Et c'est une étape fréquente pour les pays qui démarrent leur industrialisation dans l'électronique ou d'autres secteurs manufacturiers. Je ne vais pas les comparer. Mais la Chine a commencé massivement à très grande échelle par l'assemblage à partir de la fin des années 70 et surtout dans les années 80-90 pour l'export et le marché intérieur en important des composants avant de monter progressivement en gamme. La Chine importait les composants et pièces détachées, les assemblait localement grâce à une main-d'œuvre abondante et peu chère, puis exportait les produits finis ou les vendait sur le marché intérieur. De nombreux pays asiatiques l'ont suivi. C'est vrai que pour la Chine, la production était déjà massive et tournée vers l'exportation. Au Niger, il ne s'agit pour l'instant
que d'une seule usine, de taille très modeste. Mais ce n'est qu'un début. Le Niger peut progressivement développer cette industrie et aller beaucoup plus loin à l'avenir. Force!